Bonjour et bienvenue pour ce huitième Hello Talk. Merci à Hello de m'accueillir pour ce moment. Je suis content de venir présenter ça devant vous. Donc je vais me présenter, moi je suis Johan Dufour, donc alias Lutangar. Je suis développeur web, principalement back-end. Récemment gérant à l'arrière-guichet, c'est le nom de ma boîte, ça s'en rend pas, du back-end. Et donc je fais aussi du front-end à mes heures perdues. Donc j'aime bien ça, mais c'est pas ce dont quoi je vis au jour le jour. Donc aujourd'hui je vais vous présenter WebGL. Vous prendrez bien un petit peu de 3D avec votre navigateur. Donc comme toute bonne presse, on va commencer avec une définition. WebGL en fait c'est quoi? C'est une API JavaScript pour faire des rendus de 3D et 2D dans un navigateur compatible sans plugin. Sans plugin, c'est important. Donc en fait, 3 points qu'on peut citer, c'est accélérer matériellement. Ça utilise le GPU de votre carte graphique. Ça, c'est vraiment la spécificité. C'est basé sur OpenGL ES. OpenGL ES, c'est la version embedded d'OpenGL en fait. C'est la version un peu portable. Ce que vous pouvez retrouver dans tout type de device en fait. Et donc c'est une version un peu allégée. Il y a quelques instructions qu'il n'y a pas. Et c'est supporté par le Khronos Group. Donc le Khronos Group, c'est une espèce de fondation où vous avez tous les mastodontes du web dedans. Vous avez Apple, vous avez Google, vous avez aussi les gens qui font de la carte graphique, donc du AMD, du Nvidia, des boîtes de jeux aussi qui supportent ça. Il y a une seule boîte qui est aux abonnés absents là-dedans, c'est Microsoft. Voilà. Et pourtant, je peux pas faire de WebGL sur mon IE. No spoil. Donc, est-ce que vous avez une idée du support actuel de WebGL? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est déjà présent maintenant ou qui est encore quelque chose enfin voilà qui est peu supporté, je sais pas. Une idée comme ça approximativement Déjà, je dirais que sur tous les mobiles qui sont sous Android ou iOS, ça fonctionne. Ouais. Je suis pas sûr pour Windows Mobile. Et ben en fait, ouais, c'est très très largement supporté. Je sais pas si on voit bien, mais globalement, tous les navigateurs desktop le supportent bien. IE dans sa version 11 le supporte mieux, par exemple, qu'un Firefox ou un Safari. C'est quand même assez fou. Donc Chrome, Opera, dans les navigateurs mobiles, tous les gros navigateurs mobiles le supportent. J'ai pas mis Opera Mini, mais Opera Mini ne supporte pas. Voilà. C'est le seul que j'ai pu voir, mais tous, dans leur version actuelle, supportent WebGL. Et très largement, quand c'est en vert clair, notamment Firefox en vert clair, au final, la plupart des démos tournent sur Firefox. Avec, on peut noter qu'il y a quand même des cartes graphiques qui sont blacklistées et qu'il faut généralement avoir un GPU. A priori, on peut faire tourner des trucs WebGL juste sur le pros, mais en pratique, ça chauffe. voilà. Et pour pas mal de portables qui n'auraient pas de carte graphique, des cartes graphiques intégrées, vous devez cliquer un peu la conf pour autoriser le truc expérimental en fait. C'est pas de base, faut bouger des flags pour certaines cartes graphiques. Donc voilà, c'est largement supporté, c'est vraiment très largement supporté. Donc c'est maintenant, c'est pour ça qu'on fait le talk aussi au final, c'est que c'est vraiment maintenant. Pour parler en fait de WebGL, il faut que je vous parle d'OpenGL en fait, parce que c'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Là c'est le pipeline de la carte graphique le pipeline WebGL, c'est simplifié comparé à OpenGL, mais c'est vraiment important de comprendre ce fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a en entrée en fait ce qu'on envoie à la carte graphique, c'est des vecteurs. Vertex c'est vecteur. On envoie un flux de vecteurs. Derrière on a un shader qui va prendre chacun de ces vecteurs et les positionner pour le rendu final. Une fois que c'est positionné, on rasterise, donc on se retrouve avec des images. Et là, on a des pixels. Là, il y a le fragment shader qui rentre en jeu et qui va donner la couleur pour chacun des pixels. Il est responsable de donner la couleur pour chacun des pixels. Et derrière, bon, tout un délire avec des buffers, je passe parce que c'est vraiment pas mon domaine. Mais il y a un très bon article, vous pourrez aller voir, il y a les liens, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Donc je vais passer un peu, je vais vous montrer un petit peu certaines étapes. Donc, au final, ce qu'on envoie, c'est un vertex string, donc c'est une suite de vecteurs, voilà, des triplets. On envoie une suite de triplets à la carte graphique. C'est la seule chose qu'elle comprend au final. Enfin, on va voir que c'est pas forcément vrai. Et pour interpréter ces triplets,
Elle a besoin de primitives, et grosso modo, ce qu'on peut faire avec OpenGL ou WebGL, c'est dessiner des points, des lignes et des triangles. La forme la plus complexe que vous ferez avec WebGL, c'est des triangles. Voilà. Pour vous montrer un petit peu, c'est un exemple strippé. Je ne sais pas si on voit bien, mais on a, en gros, ça c'est un exemple de Mozilla qui fait 250 lignes avec des fonctions, des libs, enfin sans compter les libs, hein, les 250 lignes. Là, j'ai strippé un petit peu le truc pour vous montrer un peu les opérations WebGL de votre navigateur. Ça, c'est l'API WebGL. L'API WebGL ne fait pas grand-chose, en fait. Donc, on récupère un canevas, on fait un getContext dessus, expérimental WebGL, on récupère le contexte, et là, on a accès à notre pointeur WebGL. Donc, on met une couleur de fond, la couleur de vide, en fait, ce sera du noir. On met clear depth, voilà. Le depth test, on enable le depth test qui nous permettra de faire les tests de profondeur de ce qui est visible, ce qui n'est pas visible. Là, on crée un buffer qu'on bind à un array, et là, on crée des vecteurs. C'est ça nos vertices. À votre avis, qu'est-ce qu'on va dessiner avec ça, avec ce tableau-là? Un carré. C'est un carré. Ensuite, on passe ces vertices dans notre buffer. Là, en fait, on a des shader things. Il y a tout un bordel avec les shaders. Donc, on bind le buffer. Là, il y a des trucs avec les matrices. Et là, il y a encore plein d'autres trucs avec des shaders. Et ensuite, on dessine nos petits triangles. C'est à base de petits triangles qu'on va dessiner notre tableau. Donc voilà, c'est pour vous montrer que ça, c'est quand même relativement habitable. Et ce que ça donne, c'est un magnifique carré blanc. Voilà, fantastique. On a 250 lignes de JavaScript et on fait un carré blanc. Donc c'est très bas niveau, et parce que c'est très proche de l'API OpenGL en fait. Et là, je ne vous ai pas montré les shaders, ni les matrices, qui utilisent des librairies pour faire les opérations sur les matrices. Je vais vous en parler un peu plus après. Donc shaders. Shaders, en fait, on en a besoin pour dessiner. S'il n'y a pas de shaders, on dessine rien. Alors peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'on peut dessiner des points, mais je n'en suis pas convaincu. Pour moi, on ne peut rien dessiner sans shaders. Et les shaders, ils sont écrits dans un autre langage qui est proche de C, qui est compréhensible par la carte graphique, qui est GLSL. Donc OpenGL, Shader Language, tout simplement. Mais c'est aussi ce qui est responsable des putains d'effets qu'on peut voir de partout, en fait. C'est à la fois obligatoire et en même temps, c'est ce qui fait toute la magie et tous les effets funky qu'on peut voir dans OpenGL. Donc les bump maps, cell shading, God's Ray, bloom, reflections, on peut dire lens flare, mais voilà, vous en avez peut-être en tête. Mais c'est vraiment ce qui est responsable de tous les super effets qu'on peut voir. Et à quoi ça ressemble du coup? Putain, on voit vraiment pas grand chose. Donc par exemple, ça c'est le vertex shader, c'est celui qui au début, qui récupère les vecteurs et qui va attribuer la position finale de tous nos vecteurs sur l'écran. Alors en très simplifié, voilà, donc déjà ce que je peux vous montrer c'est il y a des gens qui ont un peu standardisé la manière d'incruster vos shaders dans votre navigateur. On met une superbe balise script avec un ID et un type voilà, qui a été défini, c'est devenu un peu standard, et ça va nous permettre de charger le contenu de ce script. Donc ce qu'on voit, je vais faire ça de manière très simple, mais en gros on a une matrice de projection qui correspond à la vue de la caméra, et on multiplie pour chacun des vecteurs cette matrice de projection, on multiplie chacun des vecteurs par cette matrice de projection. Si on fait pas ça, au final, on a un rendu qui ressemble à rien. Ça, pour nous, ça ressemblerait à rien. On a besoin d'une perspective pour voir les choses. Une perspective, ça veut dire un angle de vue, un ratio, un NIR et un FAR, c'est-à-dire ce qu'on va voir au plus près et au plus loin. Et il y a aussi le fragment shader, celui qui va donner la couleur à nos pixels. Donc on a vu au début, c'est rasterisé, on a une image, et là on a des pixels, et du coup le shader va être responsable de donner la couleur. Là, on ne fait rien de plus que dire que où ce sera dessiné, ce sera blanc.
simplement. C'est la seule chose qu'on fait. C'est vraiment le niveau 0 du shader. Là, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien, mais on en a besoin on en a besoin pour afficher quoi que ce soit. Donc, je vais parler un peu de maths. Moi, je suis pas un matheux, mais pourtant, j'ai réussi à faire des trucs sympas. Vous allez voir, mais il y a quand même des choses de base qu'il faut savoir quand on veut aller un peu plus loin. En vrai, vous allez voir que quand on veut faire des scènes et tout ça, il n'y a pas de problème, franchement, vous verrez. Là, je vous fais flipper, je vous montre vraiment, mais vous allez voir, rassurez-vous. Donc, la trigo basique, cosine, tangente. Je ne vais pas vous expliquer plus que ça. C'est pour faire des calculs d'angle, voilà, enfin, toute la trigo basique, voilà, pour faire... les vecteurs. Il faut comprendre quand même ce que c'est un vecteur. C'est une direction et une longueur. Donc en anglais, on dit direction en parlant du sens et de la direction en fait. Parce que en français, nous on va dire qu'il y a une direction, donc voilà, par exemple ça c'est une direction, et que ça va, si ça va là-bas c'est un sens, il y a deux sens, il y a vers là-bas ou vers là-bas. Mais en anglais c'est confondu, direction et magnitude, donc la longueur. Et il y a, on va dire, deux opérations importantes. C'est le cross-product, qui est le produit vectoriel. Donc j'ai fait du pseudocode juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler dans du JavaScript. Donc A cross B, sachant que toutes les API sont en anglais, donc il faut comprendre, déjà resituer vos notions de maths que vous avez oubliées depuis longtemps, et les comprendre en anglais aussi. Il faut comprendre le vocabulaire en anglais. Donc A cross B, ça donne C qui est perpendiculaire à A et B. Ça nous donne un troisième vecteur qui est perpendiculaire aux deux autres. Le dot product, c'est notre produit scalaire, par contre. Celui qu'on apprend, enfin moi je me rappelais de ça. Après le reste, voilà, j'avais un peu oublié. Mais ça va nous servir à calculer des angles entre des vecteurs. Donc cosinus inverse de A dot B, c'est l'angle entre A et B, en radian. Si A dot B égale 0, ils sont orthogonaux. Et la racine carrée de A dot B, ça nous donne de A dot A, ça nous donne sa longueur. Voilà. Donc c'est les opérations dont vous pouvez avoir besoin. Et bien évidemment, il y a les matrices. Donc les matrices, il y a des liens donc, qui sont assez intéressants pour voir un peu tout ça. Grosso modo, on a donc, la matrice identité. On multiplie cette matrice, on multiplie un vecteur avec cette matrice, ça nous le ramène à l'origine. Ça fait un reset du vecteur. On a les matrices de translation, donc c'est juste, voilà, vous créez une matrice, il y a des trucs pour ça, c'est des structures de données assez simples au final. Vous changez juste 3 paramètres et vous faites des translations en X, Y, Z, composées, vous faites ce que vous voulez. Il y a la scaling matrix, ça va parler pour des géométries. On a un ensemble de vecteurs qui composent une géométrie, ça va nous permettre de l'agrandir ou de le rétrécir. Donc si vous voulez garder la proportion, vous mettez la même valeur en X, en Y ou en Z. Et les matrices de rotation, je vous montre juste celle de la rotation en X, mais il y en a une pour chaque rotation autour des 3 axes. Donc grosso modo, c'est des cosinus de l'angle sur lequel de l'angle de rotation que vous voulez avoir sur l'axe X. Voilà. Donc c'est du cosinus, du sinus, ce genre de choses. Tac, 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 voilà, on a fini. Donc il y a un autre truc aussi, il y a les quaternions. C'est des nombres hyper complexes. What the fuck, quoi, c'est quoi ça? C'est quoi les quaternions? En fait, je sais pas vraiment ce que c'est. Ce que je peux vous dire... Ça utilise du Naquada. Oula, bonne question. En tout cas, si vous vous rappelez des complexes dans le plan, c'est les complexes de l'espace. Ouais, ok. Ça permet... Les complexes de l'espace, déjà, ça envoie du ATV. En fait, ça permet de simplifier les transformations et les rotations. Parce qu'on peut combiner énormément de choses en faisant des calculs en 4 dimensions. Voilà. Oui, c'est pas libre le fait que les complexes sont utilisés entre Si, tout à fait, mais les complexes, c'est dans le plan. Là, c'est-à-dire un modèle. Ouais, mais c'est pas les mêmes formules. Hein. Si tu peux, il y a des gens qui généralisent ça à l'espace n, mais ça ressemble pas, de ce que j'ai vu, ça ressemblait pas forcément à. C'était pas aussi simple que nos complexes qu'on a pu faire pour certains au lycée ou ce genre de choses. Mais c'est pas quand tu fais du calcul matriciel en fait, comme tu as 4 degrés
dans tes calculs. Enfin, c'est un vecteur à 4 valeurs. Certainement, ça doit être Du quelque chose coup, comme ça. comme les 3 servent pour la position en X, Y, Z, et du coup, tu es obligé d'en rajouter une 4e pour gérer les rotations matricielles. Et du coup, pour faire ces calculs, tu es obligé de gérer des calculs matriciels à 4 valeurs, Tout à fait. donc des quaternaires. Merci pour cette explication. C'est parce que les rotations ne sont pas cumulatives, je sais pas si tu... Oui, parce que les transformations, tu as besoin de Effectivement, 3. j'en ai pas des parlé, trois. mais sur les matrices, c'est pas commutatif. Si vous faites une rotation, une translation, ça sera pas pareil si vous faites la translation et la rotation dans l'autre sens. Vous aurez pas le même résultat. de régler ça, justement. Tout à fait. Tout à fait. Ça permet de simplifier les calculs en espace. Instant what the fuck, c'est fini. Bon, on va arrêter avec les maths, voilà, on va dire que c'est la moitié, ben voilà, je vous ai bombardé de trucs, mais en vrai... voilà à quoi, si vous avez l'occasion de faire du WebGL, voilà plus à quoi ça ressemblera. Ça c'est du Three.js, c'est la librairie 3D pour les nuls, comme il s'intitule. Et là c'est parlant, c'est du JavaScript, on comprend, on est des développeurs web, on comprend ça. On crée une scène, on crée une caméra, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, la matrice de projection, elle est issue de cette caméra. On donne le field of view, le ratio, le NIR, le phare. Ensuite, on a le renderer. En fait, le renderer, c'est lui qui va faire toute la magie, qui va traduire tout ce que vous allez faire, donc toutes ces géométries dans l'espace, cette scène que vous allez construire, en instruction WebGL. C'est lui qui fait le taf. Et il y en a dans Three.js, des renderers, au final, il y en a quelques-uns déjà. Il y en a qui vous permettent de faire des rendus en CSS 3D si vous voulez. Ou il y en a qui ont déjà des shaders intégrés qui vous feront des rendus un peu différents. Et voilà, c'est lui qui gère toute la merde, on va dire. Donc, si vous avez envie d'en faire, voilà, vous pouvez très bien faire du Three, ça ira tout seul. Donc ce qu'on voit, voilà, on va faire une géométrie, c'est juste une boîte, c'est un cube, un matériel basique. On ajoute le cube à la scène, on bouge un peu notre caméra pour voir quelque chose, et on appelle la boucle de rendu. Ceux qui ont fait un peu de 2D de Canva reconnaîtront la même boucle de rendu dans tous les trucs de Canva. Et ça, ce que ça nous donne, donc ouais, je vais quand même dire que voilà, au final, avec ça, vous construisez une hiérarchie d'objets. Vous pouvez ajouter, vous pouvez créer autant d'objets, les bouger, les placer, c'est vraiment pas dur. C'est vraiment pas dur. Vous faites de la composition de scène, mais de manière super simple. Et ce que ça nous donne, donc ça c'est un exemple un peu similaire, hein. C'est pas tout à fait les mêmes valeurs qu'on a ici, mais ça nous donne le fameux exemple du cube qui tourne. Donc là on a vu, je sais pas combien il y a de lignes, il y en a peut-être vraiment pas grand chose, et on a le cube qui tourne tout à l'heure, 250 lignes, plus des lignes, plus on faisait un pauvre carré blanc. Donc là on commence à s'amuser. Donc petit tour des librairies rapidement. Three.js, donc c'est vraiment la librairie pour les nuls, c'est géré par Mr. Doob. Je peux vous parler aussi d'un truc qui s'appelle tQuery, qui dans l'esprit ça se veut le jQuery de Three.js. Donc c'est encore plus simple à écrire. Vous avez vraiment du sucre syntaxique, vous faites du Fluent, vous ajoutez vos trucs, vous avez votre scène, vous ajoutez les cubes, vous ajoutez les machins. Franchement, ça peut être pour les front-end devs qui font un peu de jQuery ou quoi, où je pense que vous prenez ça, vous vous éclatez. Babylon.js, vous savez qui supporte Babylon.js? C'est Microsoft. Voilà. Il était aux abonnés absents dans Chronos, mais en fait, ils ont Babylon.js qui est vraiment une putain de lib de 3D. Je l'ai pas. Et c'est des Français qui l'ont fait, qui l'apportent. Et bien, c'est des gens qui bossent à Microsoft. Qui sont Microsoft. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Vous pouvez aller voir les démos, vous verrez, à la fin, il y a une putain de démo. À Paris Web, ils avaient un stand avec le plus Swift. Et justement, Babylon.js, où tu peux télécharger tout à l'intérieur, c'est sympa. Mais a priori, voilà, l'API est vraiment classe. Moi, je ne l'ai pas testé personnellement parce que je me suis pas mal éclaté avec Three. Voilà. Mais je pense qu'on peut le recommander sans problème. Jax, je le cite parce que c'est une initiative intéressante. C'est un framework pour faire du jeu. WebGL Enabled Application, pour faire des applis. Mais en vrai, ouais, c'est plus pour faire du jeu. C'est full testé. C'est en Coffee Ruby et c'est tout testé avec de mémoire, ça doit être Jasmine ou quelque chose comme ça. Donc ça vaut le coup d'être cité. Il n'y en a pas énormément qui sont full testés à ce point-là et qui vous proposent un MVC ou quelque chose d'approché, donc une structure, un élément structurant. Dax, c'est pour faire de la pub un ami Antoine Goutte-Noir qui fait
qui a tout refait from scratch. Il a tout refait ses renderers tout en Dart, donc il a pour ses besoins. C'est franchement impressionnant. Il y a un putain de boulot derrière. Et l'idée de le faire en Dart, c'est vraiment pas déconnant. Voilà, je pense qu'à terme, c'est là où il y aura des choses à faire. Faire des belles choses en Dart, dans un langage typé et bien foutu, qu'on pourra faire qui servent. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc Play Canva, je suis tombé, il y en a vraiment une tripotée. Eux, ils disent World easiest to use WebGL Game Engine. À voir, j'ai pas testé. Mais on fait aussi de la 2D en WebGL, en vrai. Pixie, c'est un moteur 2D qui vous permet d'avoir un rendu WebGL. Il a le fallback en Canva, mais vous pouvez faire de la 2D accélérée. Il y a Phaser qui est construit sur Pixie, qui permet de... Là, lui, c'est un framework de jeu, vraiment. StageXL, pareil, c'est vraiment un framework de jeu. C'est basé plus sur l'API Flash, donc j'imagine qu'il doit y avoir des twins, des choses comme ça. C'est écrit en Dart aussi, donc vachement intéressant à suivre. Et Cocos2D, je le cite parce que c'est un des premiers qu'il y avait sur iPhone. C'était un truc en Objective-C. Il y a la version HTML5 qui supporte WebGL. Il y en a beaucoup, en fait, au final, WebGL, c'est pas... voilà, vous pouvez faire du WebGL avec, mais c'est pas forcément fait pour à la base. Même Sri, hein, tout à l'heure, je vous ai montré, c'est le renderer qui va faire que ça c'est WebGL. Et je vais vous mentionner aussi, c'est important de le dire, parce que ça veut dire vraiment qu'il y a un cap qui est passé. Les dernières versions de Unity, vous pouvez builder en Unity 5, vous pouvez builder directement en WebGL, en JS, quoi. Donc ça, avant c'était déjà le cas, mais il y avait besoin de plugins. Là, il n'y a plus besoin de plugins. Vous générez votre truc avec Unity et hop, c'est... Enfin, a priori, hein, j'ai pas testé, mais je pense que ça doit fonctionner. On va voir. Faudrait tester, faudrait demander à Laurent Victorino de faire des tests. Et le Unreal Engine, j'en parle aussi parce que c'est des game engines, c'est vraiment des gros game engines bien connus, qu'on peut compiler avec MScripten. Hein, tous les projets en C, C++, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais on peut les compiler avec MScripten en JavaScript. MScripten, c'est le compilateur, et il compile ça en ASM.js, qui est un sous-ensemble de JS avec des fonctions qu'on sait qui fonctionnent bien, qui n'ont pas de fuite de mémoire, en tout cas, enfin voilà, c'est vraiment, ils cherchent à compiler ça dans les fonctions qui sont le plus optimisées. Voilà. Deuxième exemple, donc ça c'est un petit délire que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de découvrir WebGL en fait. Et moi j'ai fait le chemin inverse, je suis parti de Sri pour arriver à comprendre tout ce que je vous ai montré depuis le début. Mais j'en ai chié, j'en ai vraiment chié. Mais c'était pour faire des choses qui bougent, quelque part, faire une scène, faire quelque chose de statique, pas interactif, où il n'y a pas d'interaction avec, c'est vraiment super simple. Mais dès qu'on commence à interagir, on a besoin des maths, et si on va maîtriser son rendu, on va avoir besoin des shaders, quoi qu'il arrive. Donc juste, je vais vous montrer un cas d'exemple. Donc voilà, on a une super petite planète, je coupe des arbres, et je vais placer un bâtiment. On va voir un petit cas pratique. Donc je place mon bâtiment, et voilà, il est magnifiquement posé, il est parallèle à la face. Un hibou ? Ça, c'est pas un hibou, non. C'est une petite ville dans une bulle. C'est un délire. Voilà, bon. Hop, on a posé nos bâtiments. Et pour poser les bâtiments, il y a un petit peu de maths derrière. Voilà. C'est juste pour vous montrer un petit exemple d'application des maths. Donc simplement, j'ai ma petite fonction qui fait add to face, qui prend un bâtiment, qui le pose sur une face. Donc les maths qu'il y a derrière, c'est d'abord, on récupère la normale de notre bâtiment, qui en théorie, tant qu'il n'est pas posé, elle pointe en l'air. Ensuite, on prend la normale de la face, donc qui peut être vraiment n'importe où, mais voilà, on chope la normale de la face. On a la chance d'avoir dans Sri déjà ces infos-là, hein. Sinon ça se calcule, hein, ça se calcule. Donc on ajoute, vu que tout est objet, tous les objets que vous posez peuvent avoir des enfants, on ajoute à la planète le bâtiment. La position c'est facile, on a le barissant, je dirais, de la face, et on pose le bâtiment sur la face. Et là il n'est pas encore parallèle à la face. Pour faire ça, on va calculer donc, le dot product de la normale du bâtiment avec le normal de la face. On va faire le cosinus inverse, on a notre angle de rotation.
Et l'axe de rotation, ce sera l'axe qu'il y a entre, donc c'est le cross-product de la normale du building et de la normale de la face. Ça va donner l'axe de rotation. Hop, on a notre angle, on a notre axe, on a les fonctions super pratiques, rotate on axis, axe angle. Voilà, c'est plié. On a notre petite fonction mathématique, mais voilà, il y a un peu de maths. Voilà, maintenant c'est vraiment le moment funky, c'est les applications. Et là, il y a plein de trucs sympas. Moi, là, je vais vous présenter les petits délires modestement. C'est pour imaginer des applications. Donc, pourquoi pas de la personnalisation de produits. Hein, on a un shop comme ça, on a nos produits, on choisit la couleur, voilà. Dans l'idée, ça c'est pas vraiment un vrai cas pratique. Là où ça serait intéressant, ça serait de l'assemblage. Vous assemblez quelque chose sur votre navigateur, vous le commandez, il y a quelqu'un qui l'imprime en 3D, voilà, enfin, on peut imaginer ce genre de choses. Il y a plein d'idées de business à imaginer autour de ce genre de choses. Ou de la réalité augmentée. Être capable de... Pardon. Le spoil. De la réalité virtuelle. Donc il y a plein de petits exemples de VR qui sont assez sympas. Donc, je sais pas si c'est tout Mister qui a fait, le mec de Street. Mais voilà, vous avez par exemple ça. Donc, simplement, c'est extrêmement simple de foutre 2 caméras dans un univers en fait. Là vous avez un canevas, vous avez juste 2 points de vue, et vous posez 2 caméras. Et voilà quoi, et vous faites de la réalité augmentée, avec très peu de choses. L'exemple est modeste, hein, mais voilà, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Vous avez votre scène, vous posez 2 caméras, vous baladez dedans, vous pouvez foutre ça dans un Oculus Rift et c'est parti quoi. Voilà, c'est ça. De la réalité augmentée. Là par exemple, c'est un petit exemple que vous avez peut-être vu. On va taper. C'est quoi l'adresse ici? 4 rue. Comment? Jean Broquin. On va voir, je pense qu'il va trouver. Bon, on est où nous? On est là, hein. Donc ça c'est, faut l'imaginer dans vos Google Glass par exemple. Et là vous tripez quoi, vous vous baladez dans la rue, vous êtes dans la jungle, vous êtes dans un monde post-apo. C'est quoi, ça reprend Street Map? C'est du Street View. C'est du Street View avec du mapping quoi. C'est du mapping. Mais il m'a quoi là? Bah il arrive à voir qu'il y a des volumes, que les immeubles sont des volumes. Et puis il met des trucs autour. Et il met des trucs autour. C'est pas la vraie rue ça en fait. Ah bon, il n'y a pas de... Mais voilà, bon, après, pour avoir testé, ça rame du cul, ça fait un peu tuer la... C'est pas en temps réel là. Non, c'est très bien. C'est coucou la fenêtre, il fait coucou. Oui, mais... Merde, il a fait le cœur celui-là. Le calcul que les bâtiments sont en 3D, c'est pas en temps réel. Hein. Bah, les bâtiments sont pas en 3D, c'est vraiment l'habillage qui est en 3D là. Ah d'accord. Mais Les bâtiments, c'est Street View. c'est une sphère. C'est Street View qui envoie les bâtiments. Et lui, il plaque simplement les textures d'arbres et tout ça au milieu et sur les côtés. D'accord, c'est que je n'ai pas compris. Mais voilà, moi ça me ferait triper d'avoir ça dans mes Google Glass. Par contre, tu dois traverser la rue et tu vois pas le passage piéton et tu te fais shooter quoi. Il y a une antilope qui passe. Putain, il y a 3 zombies qui sont passés là. Et là, à partir de ce moment-là, on peut vraiment tout imaginer. De la promo. C'est un petit truc de promo, je sais plus quelle agence a fait ça. Mais je trouve ça vraiment impressionnant au niveau de l'anime. Voilà, donc ça rame un peu, je pense que c'est une vidéo proche. Normalement, c'est super fluide. Mais voilà, les animes des poissons, la fleur, ça m'impressionne. Je trouve ça tellement joli. Et ouais, là, ça rame, je sais pas pourquoi, normalement, ça rame pas. Tu te déplaces en temps réel dedans? Ouais. Voilà, quand même. Donc, des espèces de approximations. C'est vachement classe. Donc, c'est un truc pour une marque de café qui fait du thé. Allez savoir. Qui font des poissons. Et des jeux. Donc ça c'est le dernier exemple qui envoie quand même pas mal de pâté. S'il veut bien marcher. C'est Ubisoft. Ça se trompe quand même. J'ai pas les types. Ah, est-ce qu'il est aussi bugué que... Oh mon dieu, il a fait quelque chose. On va voir. Oui. C'est pas possible. C'est quoi, c'est qu'ils ne proposent pas les logins Non, normalement il y a du... Ça doit être pas acheté les DLC, ça c'est pour ça.
Voilà. Je suis dans Uniframe, hein. Tout était chargé dans Uniframe, donc ça peut ne pas aider. Ouais. Clairement. Ah, vous avez pas vu là, regardez. Voilà. Racing the Web. Hein. Racing the Web, c'est Internet Explorer. Optimisé pour Internet Explorer 11, fait avec Babylon.js. Et franchement, ça va. Yeah. Allez, je conduis mon bateau. Je fais un créneau là. Je suis au milieu des Caraïbes. Ouais. On met les grandes voiles. Hop. Putain, ça accélère bien. C'est moi ou ton bateau il fait pas de trace? Ah si, un petit peu, regarde. Oui, oui, quand même. Si, quand même, il fait des traces. Hein. Manque de vagues. Ouais, un petit peu. Il y a un flipper en coup. Ah, c'est quand même une classe. Ouais, bah, C'est plus, ouais. Voilà, donc ça, c'est Babylone. C'est Ça, Babylone. c'est la rue Broquin. Tout à fait. Voilà. Ouais, machin bleu. C'est les portes, c'est un genre de... Tu dois passer dedans. Ok. C'était tout. Est-ce que vous avez des questions? Ça t'a pris combien de temps pour faire ta démo à toi? Ma démo, environ 3 mois, mais sachant que j'ai tout appris. Enfin, je veux dire, je partais de pas grand chose et que j'ai voulu aller assez loin. Mais Pour ça, ça très bien non plus. ouais, c'est pas. Et voilà, moi, ce que je veux vous dire, c'est que je suis web dev, comme je disais, je suis pas matheux, mais en rentrant dedans, on arrive vraiment à faire des trucs sympas. C'est déjà accessible. Si vous avez l'occasion, vous allez dans les libres et vous allez vous éclater. Ça va vous donner envie d'en faire encore plus. Parce que vous allez faire votre scène, vous allez faire votre petit délire et tout, vous allez trouver ça tellement sympa, vous allez toujours avoir envie d'en rajouter. Et voilà, les difficultés, ben, il y en a, mais. Ça serait marrant si on n'est pas. Ben, Et puis tu dis, il faut rentrer dans les livres, mais est-ce que c'est bien documenté aujourd'hui ou est-ce qu'on est encore face à une Oui. techno qui... non, c'est bien documenté. Il y a des moments où il y a des petites choses qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'à un moment, en fait, je sais pas si j'ai mis les liens, mais il y a un moment, j'ai tout posé et j'ai fait peut-être 3 jours de maths intensifs sur la Khan Academy qui est super bien ficelée. Vous avez des vidéos, c'est super bien fait, ça reprend les bases et moi c'est des trucs, j'étais super mauvais en géométrie dans l'espace, je pensais vraiment que c'était pas accessible. Mais voilà, il y a un moment, juste au moment où j'ai voulu commencer à faire les transformations, des machins, des trucs, j'ai fait 3 jours de maths et après c'était bon. Mais les libres en elles-mêmes, elles sont super bien documentées. Vous voulez faire une scène, c'est super facile. Faire bouger une caméra dans un univers super facile, vous avez déjà tous les contrôles. La caméra, c'est un objet 3D qui fait partie de la scène. Vous l'ajoutez à la scène, vous créez un contrôle sur cette caméra, et vous choisissez votre contrôle, soit des trucs qui tournent comme ça autour, ou une caméra free. Voilà, et c'est bon, vous avez déjà tout, vous vous baladez dans votre univers, et c'est déjà terrible. Si on veut se servir de WebGL pour faire de la 2D, il faut gérer soi-même le fallback en Canva classique. Ouais. C'est pas, oui, c'est 2 technos différents. Ouais, c'est 2 technos différents. Mais voilà, ouais, carrément, moi je vous dis, pour aller plus loin, on peut imaginer un curvitron accéléré avec des particules dans tous les sens. Et ça peut être vraiment sympa à imaginer, quoi, avec, en rajoutant et en jouant avec le fait que voilà, bon, c'est un jeu simple, mais on pourrait faire. Toujours mettre des parties. Tu payes du tout en 3D, ouf, avec les oculométries Rift. Qui se jettent dans les murs dans la C'est ça. Avec le fait que ça soit accéléré, ça permettrait de rajouter des effets, ça peut rester en 2D, et puis voilà. Hein. Oui, ça a des animations de Tu baisses derrière toi, tu sais, pour phrase. Est-ce qu'il y a des librairies d'import de modèles 3D existants? J'en ai pas parlé, mais on va dire que la majorité des libs, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour importer vos modèles Blender, 3ds et compagnie. Par contre, je serais pas assez catégorique sur les matériaux. Voilà. Il y en a tous gèrent les shaders et comment tu peux rajouter incruster du shader dans ta lib. Notamment dans 3JS, si j'ai un reproche à le faire, si tu veux commencer à faire tes shaders et les coupler avec ce qu'il y a déjà, c'est un peu merdique. Voilà. Mais les géométries, sans problème. Peu importe la complexité. Texture, non, pareil, je pense qu'il faudra les refaire. Il y en a peut-être qui le font déjà, mais j'ai pas testé ça, genre. Mais globalement, moi, ce que je vous ai montré, il n'y avait pas de texture du tout. Et la texture, ça peut prendre vraiment du temps à faire. Pour les caler bien. Pour mapper, tout ça, c'est du taf. Et dans Free, notamment, il y a certains trucs qui sont
qui était pas très bien normé. Donc, si tu veux faire une texture qui colle parfaitement à certaines géométries, waouh, il y a du boulot, c'est pas très clair comment ils ont fait leur position. À quel niveau WebGL gère le ray tracing pour tout ce qui est illumination, reflets de verre, tout ça? Il y a déjà pas mal de choses, hein. Là, on a vu quand même qu'il y avait des reflets, il y a de la transparence. Je t'encourage à aller voir toutes les démos de Sri, rien que Sri, parce qu'il y en a beaucoup. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Tu vas voir plein de mecs qui ont fait plein de tests sur de la transparence, des réflexions et tout ce genre de choses. Donc c'est faisable, hein. C'est OpenGL ES, mais ça reste OpenGL, hein. Donc tout ce qui est faisable avec OpenGL, ouais, c'est pas vrai ce que je dis, mais globalement c'est presque tout est faisable. Et dans au niveau des moteurs physiques, est-ce que c'est intégré dans des trucs comme FreeJS Sri, il n'y a pas de ouais, moteur c'est physique. juste le rendu en fait, c'est ça. Okay. Après, les moteurs physiques existent, on peut imaginer essayer de les plugger, mais c'est pas quelque chose que j'ai essayé moi. D'accord. Ce serait dans quel sens tu partirais plutôt de moteur physique qui intègre le rendu via une bibliothèque comme FreeJS ou l'inverse? Je pense que j'intégrerais plus le moteur physique dans Sri ou essayer d'en faire un, aussi simple soit-il, directement dans Sri. Mais non, c'est pas quelque chose que je maîtrise la physique. Il y en a qui maîtrisent un peu plus dans l'ensemble. D'autres questions? Il y a Christophe qui dit génial la con. Merci sur YouTube. Bon, bah voilà. Merci à tous. Merci à toi, les parents. N'hésite pas à te suivre sur Twitter. Allez-y, à tout en gare, n'hésitez pas. C'est marqué en dessous de toute manière. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Ah, il y avait une petite question d'avant. Qui est-ce que tu aimerais voir dans un prochain LAO Talk? Moi, j'ai des potes qui bossent sur un projet qui a l'air sympa. J'aimerais bien voir Rémi et Nico pour qu'ils parlent de leur projet de start-up. D'accord. C'est de l'aide à la rédaction pour les auteurs amateurs. Ça a l'air cool. Bah écoute, on réserve ça pour décembre, on sait pas trop quand, mais il devrait y avoir une place. Et nous, du coup, on va se dire à la semaine prochaine. Donc jeudi prochain, 13h, n'hésitez pas à suivre le compte YouTube Elao sur YouTube. Parce que, histoire d'être tenu au courant des différents talks. On vous met la vidéo à disposition très bientôt, genre d'ici la semaine prochaine. Et voilà. Et du coup, des bisous. Ciao, au revoir. Ciao.